Et maintenant, que va-t-il se passer? Voilà une question intéressante, n'est-ce pas? Que va-t-il se passer dans les secondes, dans la minute, dans l'heure, le jour, le siècle qui viennent? Je vous le demande à vous, tout spécialement, mademoiselle, vous qui prétendez savoir quel est l'avenir. Il affiche un large sourire. De tout temps, les hommes ont tenté de prévoir ce qui allait leur arriver. Ils ont observé le vol des cigognes, examiné les entrailles des poulets, scruté les étoiles, et que sais-je encore. Mais jamais ils ne sont parvenus à décrypter leur futur. Et vous croyez voir certains événements avant qu'ils ne se produisent. C'est bien cela. Il croise et décroise ses longs doigts manucurés. Bien, réfléchissons. Pour identifier votre différence, essayons tout d'abord de vous comprendre. D'où ma seconde question. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Oui, vous, ne tournez pas la tête, je parle bien de vous et de personne d'autre. Allez, répondez. Qui êtes-vous? Un léger frisson court dans le dos de la jeune fille. Elle songe au plus profond d'elle-même. Ah ça, si seulement je pouvais le savoir. Il se penche vers elle. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas répondre? Dans ce cas, je vais peut-être vous aider. Vous l'ignorez encore, mais votre vie est fondée sur un grand secret. Je vais vous livrer un premier indice. Connaissez-vous la signification réelle de ce mot qui vous caractérise? Connaissez-vous le sens profond de votre prénom? Il articule lentement et fait rouler le mot dans sa bouche. Cassandre. Vous vous prénommez Cassandre. Ce nom ne vous évoque rien? Elle le contemple et le trouve insignifiant. Ses cheveux argentés, coupés en brosse, ses yeux bleu tungstène, le nez droit, la chevalière qui trône à son annulaire, tout chez lui respire la vacuité et l'autosuffisance. Lui l'observe et la trouve très belle. Ses longs cheveux noirs ondulent jusqu'à ses hanches, et dans le regard de ses yeux gris clairs s'ouvre une intensité et une profondeur presque dérangeantes. Il songe que tout chez elle respire la grâce et la puissance de la féminité. Ah, l'importance du prénom, insiste-t-il en détournant des yeux. Quelle motivation conduit les parents à coller une telle étiquette plutôt qu'une autre sur une larve humaine, sachant que l'être ainsi affublé devra la conserver jusqu'à sa mort? Un prénom est comme une programmation secrète inscrite au plus profond de nous. Moi, par exemple, je me prénomme Philippe. On m'a signalé que vous nourrissiez une passion particulière pour l'étymologie. Vous n'êtes donc pas sans savoir qu'en grec, philo signifie qui aime et hippo, les chevaux. Qui aime les chevaux? C'est mon cas, j'aime les chevaux. Je joue aux courses et même je gagne souvent. Quant à ma sœur, elle se prénomme Véronique. Littéralement, Véro, vrai, et iconos, image. Vraie image. Eh bien, elle est devenue photographe. Plutôt douée d'ailleurs. Il semble ravi de sa démonstration. Mais le prénom peut aussi être la première pomme empoisonnée offerte par les parents. Comme ils sont cruels, ceux qui baptisent leur progéniture Charles-Henri, Immaculée, Lourdes, Gertrude ou Ferdinand. Il joue avec ses longs doigts. Je connaissais un type dont le nom de famille était Einstein. Plutôt valorisant, vous en conviendrez. Eh bien, ses parents l'ont prénommé Frank.
Frankenstein. Il aurait pu être un génie et le voilà programmé pour devenir un monstre. Il émet un rire grêle qui s'arrête net. Et toi, Cassandre, tu es un génie ou un monstre? Le directeur de l'école est brusquement passé du vouvoiement au tutoiement. Elle soutient son regard sans ciller de ses yeux gris devenus immenses. Plutôt un monstre si j'en crois le rapport de la surveillante de nuit. Il extirpe 2 feuillets agrafés dans le dossier et lit lentement. À minuit, la pensionnaire Cassandre Katzenberg a poussé un hurlement qui a réveillé toute la chambrée de l'aile ouest. Puis elle a évoqué un attentat terroriste qui, selon elle, devait se produire dans les jours à venir. Et comme l'une de ses camarades, qui souhaitait dormir, a essayé de la faire taire, Cassandre l'a sauvagement griffée au visage. Suit le rapport de l'infirmerie. La pensionnaire Violaine Duparc souffre d'une blessure telle qu'un début d'hémorragie s'est déclaré. Les plaies sur la joue et le cou ont nécessité 20 points de suture et laisseront probablement des cicatrices indélébiles. L'homme claque les feuillets sur son bureau. Tu l'as pratiquement défiguré, Cassandre le monstre. Quelle explication peux-tu donner à ce comportement de bête féroce? La jeune fille examine ses ongles encore empourprés par le sang coagulé. Elle songe. Il ne faut pas me chercher. Cet imbécile de Violaine se moquait du futur. Je lui ai donné une leçon adaptée à son manque de perspective. Je n'ai pas fait que lui ouvrir la peau des joues, je lui ai ouvert l'esprit. Elle devrait me dire merci. Le directeur s'approche d'elle. Tu ne me réponds toujours pas? Dans ce cas, moi, j'ai peut-être un début d'explication. Le pouvoir des mots. Et tout spécialement celui de ce fameux prénom qui est le tien. Il fait les 100 pas dans la pièce, les mains croisées derrière le dos. Donc, si tu le souhaites, je vais te raconter l'histoire de ton homonyme célèbre, l'antique Cassandre. Le veux-tu? Non, je m'en fous. Tu verras, c'est troublant et cela explique peut-être quelques-uns des événements qui se sont déroulés cette nuit. Il la fixe. Elle brave son regard. Je vois. Tout compte fait, nous serons plus à l'aise chez moi, dans ma bibliothèque personnelle. J'y ai toute la documentation nécessaire. Un mauvais frisson parcourt son dos, mais elle ne bronche pas. Il se penche vers elle et murmure à son oreille. Et puis, j'ai un cadeau surprise pour toi. Il ne faut pas que j'aille chez lui. Je le sens. La maison du directeur est un petit pavillon adjacent à l'école. Ses murs de briques ocre sont recouverts de lierre grimpant et coiffés d'un toit en ardoise. Sur la boîte aux lettres, des caractères penchés indiquent « Philippe Papadakis, directeur ». Un jardin et une allée de gravillons agrémentent l'entrée. L'intérieur est de style ancien. Meubles d'antiquaire, tableaux représentant des chevaux au galop, rideaux sombres, tapis élimé à la couleur indistincte. Cela sent le camphre. La maison d'un vieux célibataire où aucune présence féminine n'est venue faire la cuisine, la vaisselle ou s'occuper du linge. Pas même une femme de ménage. L'homme fouille dans sa bibliothèque remplie d'ouvrages anciens tandis qu'elle reste debout près de la porte sans bouger. Il me fait penser à un acteur américain, mais je ne me souviens plus son nom. Le directeur trouve enfin un livre intitulé « La malédiction de Cassandre » avec en couverture une femme en toge blanche sur un trône d'or et tenant un serpent dans la main.
Il souffle sur la tranche pour déloger la poussière et feuillette rapidement l'ouvrage en quête de repères. Ça va te passionner. Ça m'étonnerait. Voilà. D'abord, le sens de ton prénom. Cassandre est l'abréviation d'Alexandre. Mais il n'y a qu'une seule Cassandre célèbre. C'était une princesse de l'Antiquité. L'histoire s'est déroulée aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ, il y a plus de 3000 ans. Cassandre était la fille de Priam, roi de Troie. Sa mère était la grande prêtresse Hécube, issue de la tribu des Amazones qui vivait sur les bords de la mer Noire. Selon Homère, Cassandre était la plus belle des filles du roi Priam. Le directeur la scrute. Elle reste impassible. Bon, ça y est, c'est fini. Je peux partir? Un jour, le dieu Apollon est descendu dans le temple dédié à son propre culte. Il a vu Cassandre et a déclaré à sa mère, la reine Hécube, « Cette jeune fille me plaît. Je vais lui offrir un don, le plus extraordinaire de tous, le don de la voyance. Elle verra l'avenir. » Apollon a alors passé un doigt sous le menton de la fillette en disant « Ne me remercie pas maintenant. Quand tu seras plus grande, tu pourras le faire de la manière que je t'indiquerai. » Joignant le geste à la parole, Papadakis approche le doigt du menton de Cassandre, qu'il esquive d'un coup comme si elle venait de recevoir une décharge électrique. Je n'aurais pas dû accepter de venir ici. Quand Cassandre est devenue adulte, poursuit le directeur sans se soucier de sa réaction, elle a été nommée prêtresse du temple d'Apollon à Troie, comme sa mère. Un jour, ainsi qu'il l'avait promis, Apollon est revenu chercher sa récompense. Maintenant, lui a-t-il dit, il est temps de montrer ta reconnaissance envers ton Dieu. Mais la jeune fille s'est refusée à lui. Philippe Papadakis secoue la tête, indigné. Tu imagines? Une simple mortelle qui refuse les avances de son Dieu. Tu t'en doutes, Apollon n'était pas content. Et il avait raison. D'un côté, il offre un cadeau extraordinaire à une jeune fille, la vision de l'avenir dont rêvent tous les hommes, et de l'autre, cette dernière ne consent pas à le remercier. Quelle ingrate! Il attend pour voir si le mot a bien eu l'impact désiré. Il joue avec le chaton de sa bague qui représente une tête de cheval. Bon, c'est fini? Je peux rentrer? Mais le dieu de la beauté reste magnanime. Il a simplement dit « Je ne suis pas rancunier. Ce que je t'ai offert, je ne vais pas te le reprendre. Une fois donné, c'est donné. Au lieu de te retirer le don que j'ai eu la légèreté de t'offrir sans contrepartie, je vais en ajouter un deuxième. Quand tu parleras, personne ne te croira. » Et pour sceller cette malédiction, il lui cracha à l'intérieur de la bouche. Le directeur tourne la page en humectant de salive son index. Puis, après avoir rapidement parcouru quelques pages, résume. À compter de ce jour, Cassandre eut des visions d'avenir, mais personne ne voulut la croire. La jeune fille ne bronche pas. Elle examine la pièce. Face à elle, un calendrier affiche la date 3 mars. Bientôt le printemps, il va faire beau.
Je pourrais sortir et respirer l'odeur des arbres, de l'herbe, des fleurs. Entendre le chant des oiseaux. Tout cela me manque. Je perds mon temps ici. J'ai besoin d'espace, de nature et de soleil, d'air et de lumière. Elle se tourne à nouveau vers l'homme dont elle ne perçoit plus les mots. Ce type ressemble à un acteur américain. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai son nom au bout de la langue. Un acteur qui a joué dans Clute et MASH. L'autre continue sa démonstration. Et toi, comme ton antique homonyme, tu prétends voir le futur. Quelle prétention! À moins que ce soit ton intuition féminine. Elle reçoit son haleine quand il se penche après avoir reposé le livre. Ah, ça y est. C'est Donald Sutherland. Même la chevalière est raccord. Le menton est à peine plus pointu et le nez plus long. Les doigts moins fins aussi. Il la fixe intensément dans les yeux. « Approche » intime-t-il. Comme elle reste immobile, c'est lui qui s'avance. Il est à la frontière de ma bulle de protection. « Ah, oui, j'oubliais le cadeau. Vous, les filles, vous avez besoin du petit cadeau, la fameuse surprise que je t'avais promise. En fait, il n'est pas vraiment de moi. » Le directeur de l'école prend sur une étagère un colis recouvert de papier craft. « Probablement envoyé par quelqu'un qui t'aime. Je le garde ici depuis un certain temps. J'avais juste oublié de te le transmettre. » Il ment. Il l'a fait exprès. Il secoue la petite boîte et entend le bruit d'un objet dur qui cogne contre le carton. « Tu le veux ?» Elle lit à l'envers. Pour Cassandre. À la mention expéditeur, une simple lettre griffonnée. D. Alors, on ne me dit pas merci? Les lèvres de la jeune fille se crispent. Dis-moi merci ou je ne te le donne pas. La voix de l'homme est devenue sèche, impérative. Il s'avance encore. Il a pénétré ma bulle de protection. Elle se raidit. Cette fois, elle ne recule pas. Il prend son immobilité pour une acceptation. Il cherche à lui saisir la main. Et toi, Philippe, amateur de chevaux, connais-tu la mythologie du boxeur américain Mike Tyson? Alors elle se jette sur lui et lui mord le lobe inférieur de l'oreille d'un coup de dent. Sa mâchoire émet un claquement. Cassandre secoue la tête pour arracher le morceau de chair, puis, après une hésitation, elle le recrache par terre. Le premier instant de stupeur passé, Philippe Papadakis, les yeux exorbités, tombe à genoux, hurle et protège son oreille qui saigne. La jeune fille a déjà ramassé le petit colis avant de déguerpir, et elle court sans se retourner, l'objet serré contre sa poitrine, laissant derrière elle cette maison habitée par un cri de douleur qui n'en finit pas de résonner.